avec l'argent, les économistes ont tendance à dire que plus, c'est toujours mieux, ce qui est littéralement impossible. Tu peux pas avoir une croissance infinie sur une planète finie. Ouais. Jacques Forêt, psychologue et CRHA, est professeur titulaire à l'ESG UQAM. Depuis 17 ans, il a publié 69 articles scientifiques ainsi que 20 chapitres de livres, en plus d'avoir réalisé 244 interventions dans les médias. Il a également réalisé 656 conférences et formations en entreprise dans 11 pays différents. Pilier dans le domaine de la motivation, il a publié un livre intitulé « Libérer la motivation », en vente dans les librairies québécoises, mais également en Europe et en version anglaise. Aujourd'hui, il vient discuter avec nous d'argent et de bonheur au travail. Allô, Jacques. Bonjour. Allô, Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur le podcast. Ça fait plaisir. Oui, on est... comme je te disais un peu avant, on est vraiment très reconnaissante que tu sois là. Pour nous, c'était comme un objectif de t'avoir sur le podcast. Fait qu'on dirait que c'est comme... C'est ça, ça fait vraiment du bien de... Tant mieux. Surtout avec ton horaire chargé, là, on se dit c'est le fun que tu prennes le temps de te déplacer. Je suis bien content. Oui, vraiment. Oui. Donc, avant qu'on embarque un peu plus sur notre sujet de la motivation d'aujourd'hui en lien avec l'argent et tout ça, nous, on est curieux souvent de savoir un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Fait qu'on veut savoir un peu ton parcours professionnel, d'où ça part aussi ton intérêt pour la motivation, comment... Tout ça t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, en fin de compte. On va reculer loin. Là. Moi, quand j'étais ado, je faisais du skateboard puis du snowboard. Puis c'était deux sports que j'appréciais beaucoup. Fait que le skateboard l'été, le snowboard l'hiver. Puis ça a toujours été quelque chose que j'aimais. Puis j'étais motivé à le faire. Fait que puis je dérivais des bienfaits de le faire. Fait que là, quand je suis arrivé pour décider au cégep, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui ouvre des portes. J'ai fait sciences naturelles. Là, après, le classique. Puis là, après, moi, j'ai 2 frères et une sœur plus vieux que moi. Puis ma sœur, elle avait fait psycho. Puis des fois, elle revenait à la maison, puis je voyais ses livres, je feuilletais ça, puis je trouvais ça intéressant, tu sais, de se questionner sur comment ça marche un humain, puis tout ça. Fait que j'ai fait un bac en psycho parce que ça ouvre des portes. Là, après un bac en psycho, ben là, il faut que tu te décides un peu. Puis je continue à faire de la planche à neige, puis je me suis dit, tiens, je vais faire une maîtrise en sciences de l'activité physique. Fait que moi, ma maîtrise est en kinésiologie, mais je l'ai faite avec un psychologue qui s'appelle Claude Sarrazin, avec qui je suis encore en contact. Là. Claude, il m'a beaucoup donné. Puis je me suis intéressé à qu'est-ce qui faisait qu'un athlète était bon et bien simultanément. Puis après une maîtrise en sciences de l'activité physique, tu ne trouves pas vraiment de job. Puis j'aimais l'école, fait que Claude, il m'a dit, tu sais, ce qui rend un humain performant en sport puis au travail, c'est pas mal les mêmes paramètres. Ça a des expressions différentes, mais les principes sous-jacents sont les mêmes. Donc là, j'ai continué au doc en psychologie du travail et des organisations. J'ai fait mon bac à l'UQAM, ma maîtrise puis mon doc à l'Université de Montréal. Puis moi, je pensais que je voulais être consultant quand j'ai fait mon doc. Quand je suis arrivé dans les stages et internats, non pas que j'aimais pas ça, mais je trouvais qu'il me manquait un peu de nourriture psychologique pour alimenter ma curiosité. Puis là, c'est comme ouvert, c'est comme matérialiser la possibilité de faire un postdoctorat. J'ai appliqué à 3 bourses, je n'ai obtenu une, puis j'ai eu la chance de travailler avec Marilyn Gagné, qui était à John Molson dans le temps. Là, il est rendu en Australie. Puis moi, je l'avais rencontré au congrès de l'autodétermination, de la théorie de l'autodétermination, en 2004 à Ottawa. Ça, c'est ma blonde qui m'a exposé à la théorie de l'autodétermination. Ah oui? Oui. C'est elle m'a dit, je vais au congrès, j'utilise la théorie. OK. Puis quand j'ai vu Marilyn... Elle aussi, elle est... Oui, elle fait de la recherche sur les pratiques parentales. C'est une chercheuse? Oui. Elle est à l'Université de Montréal. OK, fait que vous êtes 2 big brains. C'est ça qu'on dit? On est des nerds assumés. C'est bon, j'adore. Puis, peut-être plus, Jen, elle serait pas contente. C'est ça. Moi, je suis un nerd assumé. Fait que quand je l'ai vu présenter Marilyn en 2004, à chaque phrase qu'elle disait, je disais, My God, je veux faire ça. Fait qu'on j'ai commencé, puis j'ai fait mon postdoc. Là, on garde contact même après 18-20 ans. Là, on travaille encore ensemble. Puis après mon postdoc, là, mon but, c'était de me trouver une job de prof. Puis c'est ouverte la possibilité à l'ESG. Fait que ça, c'est tout mon chemin du cégep à maintenant. Mais c'est comme ça que je me suis intéressé à la motivation. Ma thèse était sur la passion, qui est comme un spin-off de la théorie de l'autodétermination, avec des mots différents, mais les principes généralement les mêmes. Fait que c'est ça mon chemin. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça part... En fait, c'est arrivé, pas malgré toi, mais comme...
oui, il y a eu un intérêt où à la base, tu faisais des choses parce que, tu sais, inconsciemment, tu étais motivé. Mais après ça, tu as comme compris un peu plus comme la théorie en arrière de ça en étant en contact avec ta blonde qui t'a amené un peu, qui t'a comme introduit à la théorie et tout ça. Puis après ça, en travaillant avec Marilyn, t'as-tu travaillé avec elle? Ou, oui, durant mon postdoc, c'était vraiment ça. Claude m'a beaucoup apporté, Claude Sarrazin. Claude, il a gagné le prix de l'Ordre des psychologues en 1994 sur son approche de la performance, qui me présentait. Ma co-directrice de thèse, c'était Estelle Morin, qui est psychologue à HEC Montréal, qui est assez connue. Elle aussi, elle a eu une belle influence. Marilyn a eu beaucoup d'influence également. Puis moi, des fois, je me vois comme le moyeu d'une roue. Là, j'aime ça, relier des rayons. Fait que souvent, les articles qu'on publie ou les trucs qu'on fait, j'aime ça mettre à profit plein de gens. Ça me dérange pas de pas être le premier puis tout ça. Mais travailler avec du monde brillant, c'est une des trucs le fun de notre job. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est stimulant. Ouais. Puis là, dans le fond, on parle beaucoup de motivation depuis tantôt. Puis on veut savoir, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu penses que tu peux nous définir un peu c'est quoi la motivation? La motivation, c'est l'énergie qu'un humain déploie pour déclencher des actions, les initier, puis ensuite de maintenir sa direction, son intensité et sa persistance. Fait que la motivation, je la compare souvent avec une voiture. La direction, c'est le volant. Où je m'en vais? Qu'est-ce que je veux? Je veux-tu faire de l'argent? Je veux-tu faire une différence dans la vie? Je veux-tu contribuer à l'humanité? Fait que ça, c'est la direction. L'intensité, c'est la grosseur du moteur. Est-ce que j'ai un moteur de Ferrari ou de Renault 5? Est-ce que j'ai beaucoup de puissance ou pas? Puis la persistance, c'est la grosseur du réservoir d'énergie. Donc, on peut avoir un très gros moteur, mais un petit réservoir d'énergie. On peut avoir un petit moteur, un gros réservoir. Notre volant peut être plus ou moins efficace. Fait que direction, intensité, persistance. Puis l'image d'une voiture, c'est souvent ce que les gens comprennent. Mais c'est un peu ça, la motivation humaine. C'est qu'est-ce qui fait que j'enclenche une action, dans quelle direction j'y vais, à quelle vitesse, puis pendant combien de temps. OK. Ouais. Puis là, ces motivations-là, ça diffère-tu d'humain en humain? Est-ce qu'il y a des motivations qui vont être plus chez des individus à cause de leur personnalité ou est-ce qu'il y a comme des variantes qui expliquent... Une des erreurs que je vois souvent, moi, c'est que les gens confondent la quantité de motivation avec la qualité de motivation. Puis, à la limite, la quantité de motivation n'est pas importante. En ce sens que la qualité va être un meilleur prédicteur que la quantité. La théorie de l'autodétermination, ce qu'elle a de fun, c'est qu'elle gradue la qualité des motivations humaines sur un continuum qu'on appelle l'autodétermination. Fait qu'on passe du plaisir à la personnalité, au sens, à la pression interne, à la pression externe, aux récompenses puis à l'absence de motivation. OK, c'est ça. Ça, c'est cool. Je viens de passer du continuum de motivation. C'est donc le fun. Je l'avais jamais vu comme... oui, mais c'est la première fois que je l'entends de cette façon-là. Je trouve ça vraiment... Mais moi aussi, parce que dans tes cours, tu n'expliques pas ça comme ça. C'est le fun! C'est le fun, OK. Le plaisir, c'est quand on fait des tâches puis on voit pas le temps passer, on est absorbé dans le ici maintenant, on vit du flow. Ça, c'est la motivation intrinsèque. Souvent, les gens connaissent intrinsèque puis extrinsèque, mais ce qui est le fun, c'est la déclinaison d'extrinsèque qui est super importante. Après intrinsèque, il y a théoriquement la motivation intégrée. Oui, c'est ça. Que c'est tous des trucs que tu fais un peu sans t'en rendre compte, mais c'est tellement, justement, intégré que tu le vois plus. Genre passer le fil dentaire, là, ou se brosser les dents. C'est ça. Tu l'as intégré à ta routine. Sortir le compost, faire les vidanges. Puis au travail, mettons, faire telles actions ou à chaque mardi, on fait telle rencontre. C'est rendu intégré, tu t'en rends même pas compte. Théoriquement, moi, je l'adore, la motivation intégrée, mais psychométriquement, on n'a pas réussi à l'isoler. Mais ça existe, selon moi. Là. Fait que là, tu as le plaisir, tu as l'identité ou l'intégré. OK, c'est ça. Puis c'est pas la même chose que identifier. Non, la motivation identifiée, c'est lorsque tu valorises consciemment ce que tu fais. Consciemment. Exactement. Fait que je pense, moi, intégrer, c'est comme inconsciemment, là, mais en tout cas... On pourra en parler longtemps. Mais intégrer, identifier, c'est quand je te dis c'est quoi qui est important pour toi. Là, tu vas dire la bienveillance, le courage, l'honnêteté. C'est tous des trucs que tu déclares en disant moi, c'est important pour moi. Puis même si c'est difficile, je vais mettre des efforts. Fait que ça, c'est la motivation identifiée qu'on va souvent appeler le sens. Là, après, tranquillement, on glisse vers l'introjecté qui est la pression interne. Tous les trucs que tu fais pour te dire hey, moi, je suis capable de le faire, je vais me prouver que je suis capable. Ou si je le prends pas, ce mandat-là, ou si je ne vais pas à la rencontre, je vais me sentir mal. Fait que tout ce que tu fais pour te prouver à toi-même ou éviter la culpabilité, ça, c'est l'introjecté. Culpabilité, honte ou... Exactement. Fait que ça, on va l'appeler pression interne.
Puis ensuite, tu as les récompenses qui peuvent être sociales approche. Je veux que les autres m'aiment. Social évitement, je veux éviter que les autres m'haïssent. Matériel approche, je veux plus d'argent. Ouais. Puis matériel évitement, je veux éviter de perdre ma job. Fait que quand on parle d'intrinsèque puis extrinsèque, c'est comme un faux débat. Il faut voir, c'est-tu dans le plaisir? Est-ce que c'est dans ce que je suis? Est-ce que c'est dans ce que je valorise consciemment? Est-ce que je le fais pour me prouver, pour éviter? Puis ensuite, social approche, social évitement, matériel approche, matériel évitement. Okay, le niveau de spécificité en recherche est très connu. Okay. Puis finalement, tu as l'absence de motivation qui est souvent pas l'absence d'énergie, mais c'est comme un immense moteur, pas de volant. OK. Je mets des efforts, mais j'ai oublié pourquoi. Okay. Je mets des efforts, mais j'ai comme oublié à quoi ça servait. Puis, c'est comme être sur le pilote automatique, tu sais, qu'on entend souvent. Les gens vont se dire, je me regarde dans le miroir, je me reconnais plus. Je vois un corps. Tu sais, je me vois pas moi. Fait que c'est souvent relié au cynisme, à la dépersonnalisation, à l'épuisement. Puis ce qui est le fun de la théorie de l'autodétermination, c'est que tu peux avoir un seul et même comportement, mais prédit par différentes motivations. Un exemple classique en milieu de travail, c'est de vouloir que les gens aillent au-delà de leur définition de tâche. La performance extra-rôle. Puis là, il y a des compagnies qui vont dire, quand tu es fin et tu es poli, je vais te payer pour le faire. Fait que là, les gens vont commencer à le faire juste pour la récompense. Ils dire, OK, ça mène à des tricheries, des mensonges, on va arrêter de payer les gens. Les gens arrêtent tout de suite. Fait que, il faut comprendre non pas quel comportement je vois, mais quelle motivation motive le comportement. OK. Puis ça permet d'ajuster le tir sur est-ce que ça va se maintenir dans la durée. Puis ça, au début, c'est comme où je m'en vais et tout ça. Tu sais, moi, ça peut être le bien-être de tous, mais m'importe. Ou moi, je veux dans la vie, je veux faire de l'argent. Tu sais, c'est quelque chose que comme je veux. Puis tu sais, on va parler d'argent, c'est le sujet aussi de l'épisode, mais comme est-ce que même si on a tendance à conceptualiser l'argent comme étant plus quelque chose d'externe, ça peut-tu, à un certain point, devenir une motivation interne ou intrinsèque parce que dans ma vie, moi, c'est quelque chose que je veux, c'est comme, ça vient mener, ça amène un sens à ma vie parce que pour moi, au fond... Avant de répondre à la question, on va placer un autre morceau qui va aider à répondre à la question. Vas-y. Fait que là, on a le plaisir, le sens, pression interne, externe, puis démotivation. Ce continuum-là est assez connu. Puis plus on va vers plaisir et sens, mieux c'est. Puis plus on glisse vers pression interne, ego, réputation, récompense sociale ou matérielle, plus c'est un peu positif et beaucoup négatif. Fait que globalement, si on demande aux gens, veux-tu faire de l'argent, il y a plus de négatif que de positif. OK. On met ça de côté, j'explique le morceau, puis après, je réponds à ta question. Ouais. Pour augmenter l'autodétermination puis réduire la non-autodétermination, il faut donner des vitamines au cerveau. Puis les 3 besoins qui sont plus importants que les autres, c'est l'autonomie, la compétence puis l'affiliation. Si on veut augmenter la qualité des motivations humaines, si on veut mettre un carburant de qualité dans le véhicule, il faut augmenter l'authenticité. Fait que l'autonomie, c'est pas l'indépendance ou le laisser-faire, c'est je connais le cadre. Puis, à l'intérieur du cadre, je peux m'exprimer librement, mais je connais les limites. OK. J'agis en conformité avec mes valeurs. Je fais pas des trucs que je veux pas. La compétence, il y a personne qui se lève le matin en se disant « j'ai assez hâte de me planter aujourd'hui ». On se fixe des objectifs, on veut les réussir. Puis, l'affiliation, c'est avoir des relations interpersonnelles qui sont le fun. Y a-tu du monde sur qui je peux compter? Puis ces gens-là, ils peuvent-tu compter sur moi? Puis c'est-tu mutuellement bénéfique? Plus tu as ces vitamines-là dans un environnement, plus tu as une tendance de personnalité qui te permet de satisfaire ces besoins-là, plus tu mets les chances d'avoir des motivations saines, ce qui amène des conséquences saines. Là, on arrive à l'argent. Une des critiques qui est adressée à la théorie de l'autodétermination, appliquée en contexte de travail, beaucoup de gens en comportement organisationnel, en ressources humaines ou autre ça, ils vont dire la théorie de l'autodétermination, c'est extraordinaire pour la vie à la maison, pour les loisirs, pour l'éducation, mais en business, ça ne marche pas. OK. C'est pas vrai. Mais c'est vrai que si on regarde les corrélations qu'on a avec la motivation extrinsèque, c'est globalement plus négatif. Tu as plus d'épuisement, plus de distraction, plus de tricherie. Mais quand on pose la question, c'est veux-tu faire de l'argent? Puis la réponse, c'est souvent oui. Mais oui. Si vous aviez une valise remplie de 1000 $, puis vous dites en veux-tu un? Ben, je dirais oui tout de suite. Ben oui, J'irais m'acheter une autre paire de skis. Ça serait mon réflexe. Ben, c'est ça. Mais dans le fond, tu utilises l'argent pour quelque chose aussi qui peut être une motivation différente. Ça peut... C'est là qu'on a fait une autre série d'études sur non pas est-ce que tu veux faire de l'argent, mais pourquoi tu veux faire de l'argent. C'est la façon que tu reformules finalement ta question. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent, tu sais, dans le fond? Exact. Puis là, tout le spectre des possibilités arrive. Puis l'argent, ça peut être positif, ça peut être neutre, puis ça peut être négatif.
L'argent va être négatif si tu veux le faire par comparaison sociale. OK. Genre, tu as une pas pire maison, une belle voiture, mais ton voisin change pour la voiture de l'année. Tu dis, j'en veux une meilleure que lui. Comparaison sociale. Ouais. La deuxième, c'est l'impulsivité. Tu veux aller dans un magasin de cosmétiques ou à SAQ, puis tu veux acheter des choses chères sans te poser la question. Impulsivité. Puis la troisième, c'est quand tu utilises l'argent pour surmonter tes doutes personnels. Il me semble que si j'avais un petit peu plus, tu sais, nos recherches montrent que peu importe le montant d'argent, si tu fais de l'argent pour ça, tu n'en auras jamais assez. OK. Parce que quand tu as un jet privé, ben, tu en veux un deuxième. Ouais. Pour ton gars, un autre pour ta fille. Tu sais, ça finit plus. Ouais. Là où l'argent est neutre, dans les enquêtes qu'on a fait, mais dans d'autres enquêtes, ça diminue les soucis, c'est quand tu veux faire de l'argent par sécurité ou prendre soin des gens autour de toi, famille, mettons. Ouais. Il y a quelques années, chez nous, on a changé le chauffe-eau. Il n'y a rien de plus plate que changer un chauffe-eau parce que tu avais de l'eau chaude, tu as encore de l'eau chaude, mais il y a moins de danger de couler. Fait que ça enlève des soucis, mais ça n'augmente pas ton bonheur. OK. Là où l'argent est tripante, c'est si tu veux le faire par liberté, loisir, charité, équité ou valeur marchande ou justice et fierté, la bonne fierté. Ouais. Dans ce faisceau-là, l'argent est bénéfique. OK. Puis ça ne va pas à l'encontre de la théorie de l'autodétermination, en ce sens que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les raisons de vouloir faire de l'argent, puis on les a branchées aux 3 vitamines, autonomie, compétence, affiliation. Fait que si tu veux faire de l'argent pour liberté, loisir, valeur, fierté, puis charité, fais-en autant que tu veux, ça va être bénéfique. Si quelqu'un au Québec dit « Moi, mon but, c'est d'être milliardaire puis de payer 95 % d'impôts », je l'encourage très fortement. Mais si quelqu'un dit « Je veux être milliardaire parce que je veux un jet privé puis je veux la plus grosse maison pour flasher », mais je le veux pas dans ma société. Ouais. Fait que, au-delà de l'apparence objectivement financière de l'argent, il y a des significations psychologiques. Puis moi, comme psychologue, c'est quelque chose qui me fascine. Ben oui, vraiment. Il faut tout le temps distinguer le quoi du pourquoi. Oui, c'est ça. Les gens confondent le quoi et le pourquoi. OK. Oui, c'est ça. Parce que tu peux faire une seule et même activité. Mettons, tu vas voir un humoriste que tu aimes beaucoup. Tu peux faire cet achat-là pour te dire, je veux vivre une expérience avec quelqu'un qui m'est cher, puis j'aime ça. Fait que là, c'est le plaisir. Tu peux dire, moi, je trouve important de contribuer à la scène culturelle québécoise. J'investis là-dedans, donc je m'achète des trucs. Fait que ça serait de la motivation identifiée. Oui, c'est ça. Tu pourrais t'acheter le billet pour dire, hey, tu sais pas qui je suis allé voir hier? Je suis allé voir tel humoriste, en tout cas. C'était pas tout le monde qui pouvait se payer ça. Ça valait tel temps d'argent pour ça. Fait que c'est le même quoi. Mais c'est pas le même pourquoi. Oui, c'est ça. Puis la qualité du pourquoi va, entre autres, prédire quel bienfait psychologique tu vas dériver de l'expérience. OK. Fait que moi, c'est ça que je trouve fascinant de la psychologie, c'est que ça va au-delà des apparences puis ça rend visible ce qui est invisible. Puis je me demandais aussi, dans le fond, est-ce qu'il y a des... Parce qu'on avait vu aussi dans ton cours qu'il y avait comme un seuil à partir duquel le salaire, mettons, peut... Je sais pas comment dire, là. Oui, le niveau de satiété. Oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il des études aujourd'hui qui disent, mettons, OK, si tu fais 80 ou 90 000, t'es heureux. T'es heureux. Puis si tu fais plus que 120 000, t'es comme, il y a moins de bénéfices, mettons. La recherche, c'est comme une partie de ping-pong que des fois, tu gagnes des manches puis des fois, t'en perds. Fait que moi, il y a une gang en recherche que j'aime puis une autre gang que j'aime moins, mais je vais te dire les arguments des deux bords. Il y a le World Happiness Report qui sort depuis 12 ans chaque année. C'est une sous-branche de l'ONU qui le fait, puis ça va sonder 164 pays sur la planète. Puis ça prend des échantillons de 1000 personnes par pays, puis c'est des échantillons stratifiés représentatifs. Fait que si tu extrapoles le 1000 personnes, ça donne une idée du pays. Fait qu'il y a un sondage à chaque année depuis 12 ans qui sonde la planète. Fait que c'est des échantillons très précieux parce que, justement, c'est des gros échantillons. Puis eux, ils ont montré que... il y a un article qui est sorti en 2018 qui montre que s'extraire de la pauvreté, c'est là que l'argent a le plus d'effet. Tu passes de 0 à 10 000, c'est colossal. Tu mangeais pas, tu manges. Tu avais du linge plein de trous, tu as du linge confortable. Tu n'avais pas de toit sur la tête, tu en as un. Fait que s'extraire de la pauvreté, c'est magnifique. Mais assez rapidement... Puis tout dépendant où tu habites, puis le coût de la vie, puis tout ça, il y a toutes sortes de variables confondantes. Mais pour l'Amérique du Nord, à peu près entre 65 000 de mémoire, 65 000 puis 110 000 US, c'est là que l'argent a l'effet maximal. Ça atteint comme un seuil, mettons? Bien, si tu regardes les courbes, la courbe va en montant entre le lien puis l'argent puis le bonheur. Et tu atteins un plateau, un peu comme une trajectoire d'une balle de golf. Elle monte, elle plafonne, puis ensuite elle descend. Mais ce qui est fascinant de se rendre compte, c'est de dépasser ce seuil-là, ça descend justement.
En haut de 110 000. Tout dépendant si on parle d'émotions positives, d'émotions négatives ou de satisfaction de vie, mais entre le 65 et 110 000 à peu près, ça, c'est t'atteins l'effet maximal, puis ensuite, ça descend. OK. Là, je vais te parler des recherches de l'autre gang que j'aime moins. Le gars s'appelle Killingworth. Puis il a montré que dépasser ce seuil-là, un certain faible pourcentage continue d'augmenter, d'autres vont continuer de plafonner et certains vont diminuer. Donc, ce que ça amène comme nuance, c'est que... Mais il distingue quand même cet effet de plafonnement-là. Okay. Même dans ces... Fait qu'il y a vraiment... Les économistes appellent ça l'utilité marginale. Ouais. C'est jusqu'à quel point l'argent est utile. Okay. Fait qu'indépendamment dans quel groupe théorique on se situe, il y a quelque chose qui semble exister de satiété. Okay. Puis l'image que les gens comprennent beaucoup, c'est la quantité de nourriture. Un être humain normalement constitué, ça a besoin d'à peu près 2000 calories. Mm-hmm. Mais si tu mesures 5 pieds 1 puis tu es chétif, là, tu vas avoir moins besoin de calories que quelqu'un de 6 pieds 4 qui pèse 300 livres qui s'entraîne 6 fois par semaine. Ouais. Mais globalement, tu as à peu près entre 1600 1700 calories, puis mettons 2500, 3000, tu es correct. Mm-hmm. Quelqu'un qui consomme 10 000 calories par jour ou qui en consomme 30, il va y avoir des problèmes aux deux bouts. Oui, c'est ça. Et avec l'argent, les économistes ont tendance à dire que plus, c'est toujours mieux, ce qui est littéralement impossible. Mm-hmm. Tu ne peux pas avoir une croissance infinie sur une planète finie. Oui. Fait que ce qui est vrai pour notre système planétaire est vrai pour notre système humain. Mm-hmm. Il y a un modèle qui est publicisé par certains économistes un petit peu plus de gauche, mais c'est comme le modèle d'un beigne. Okay. Quand tu es dans le milieu, tu n'en as pas assez. Fait que, mettons, un pays qui manque de nourriture, ben, tu dois te rendre à un niveau suffisant. S'il manque d'infrastructures, par exemple, pour de l'eau courante puis des toilettes, il faut le créer. Fait que ça, tu es dans le milieu du beigne. Tu arrives dans le beigne où tu as assez de nourriture, assez d'infrastructures. La majorité des gens sont bien. Tu as des hôpitaux, des écoles. Mais dépasser ce seuil-là, on met trop de pression sur la planète, on met trop de pression sur les individus, puis on est excessif. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas une notion que les économistes ou les gens en finance aiment entendre, mais la satiété, c'est quelque chose qui existe au niveau financier. Puis il y avait Daniel Kahneman, l'économiste qui a gagné un prix Nobel. Lui, il disait que le seuil, c'était plus autour de 75 000. Mais avec l'augmentation, mettons, du coût de la vie, est-ce que ça augmente? Oui, c'est ça. Oui, est-ce que, mettons, justement, ce genre d'études-là devrait être fait, mettons, les loyers, l'essence, comme tout augmente. C'est ça, mon aussi. Ben, tu sais, pour parler des loyers, là, si tu t'en vas à Vienne, en Autriche, 65 % des gens vivent dans des appartements qui appartiennent à l'État où les taux les frais de logement sont justement plafonnés. OK. Ah, OK. Ici, il n'y a pas ça, je pense. Malheureusement, non. C'est ça. Non. Puis là, si on rentre dans la politique, là, on peut glisser, là, mais mettons que les pensées magiques de droite ne sont jamais utiles à la majorité des gens. C'est ça, c'est toujours aller chercher la majorité des gens, genre. C'est ça. Exactement. Puis quand on parle de satiété financière, puis moi, dans mes conférences grand public, j'en parle souvent. Puis, il y a tout le temps une espèce de petit doute. Ouais, mais il y a tout le temps un oui, mais. Puis les arguments, c'est ouais, mais mettons le coût de l'essence. Ouais, mais si tu te déplaces en vélo puis tu as les infrastructures pour, tu n'as plus besoin d'essence. Ouais, mais le logement. Ouais, mais si tu n'as pas 6-7 personnes qui ont comme 38 % du marché immobilier de Montréal, ça irait peut-être mieux. Fait qu'il faut gratter le vernis puis aller au-delà des apparences. Puis, y a-tu quelqu'un qui est en train de s'en mettre plein les poches au détriment du groupe? Oui, c'est ça. Puis c'est là la réponse. Puis quand tu compares les coefficients d'iniquité entre les pays, à la fois les pays où tout est égalitaire ou trop inégalitaire, les deux se plantent. Ouais. C'est ça qu'on a parlé avec Jean-François. Bon, bien, c'est ça. Puis le coefficient magique, on le connaît. Ouais. C'est les pays scandinaves. Oui, c'est exactement ça qu'il a dit. On dit la même affaire parce que c'est ça que la recherche dit. Ben oui. Mettons que tu es dans une équipe, mettons que tu es dans une classe, puis tu suis un cours. C'est clair que c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. Il y a du monde qui comprennent vite, puis tout ça. D'autres, c'est plus d'efforts, puis tout ça. Puis ça serait injuste que tout le monde ait la même note. Ouais. En même temps, ça serait injuste, par exemple, dans une classe de 30, que tu aies une personne qui est A+, puis les 29 autres aient un échec. Dans les deux cas, c'est injuste. Fait que le coefficient d'iniquité que les gens sont capables de tolérer, il y a Kiat Pongzan et Norton, deux chercheurs qui ont sondé 45 000 personnes dans plus de 40 pays. Ah, mon Dieu, OK. Puis ils ont demandé, ton grand boss, là, combien il devrait faire par rapport à celui qui fait le moins? OK, c'est ça. Là, on parle des salaires, les iniquités. Puis le chiffre magique, c'est 4,7.
Mettons qu'on l'arrondit à 5. Là. Mettons que celui qui fait le moins d'argent, c'est 20 000. OK. L'autre devrait faire. Multiplie ça par 5, ça devrait être le top. 100 000. OK. Ah, mais c'est pas ça là, qui arrive. Là. Ben, t'as tout compris. C'est ça. Puis, on a la chance au Québec d'avoir des impôts progressifs sur le revenu. Le discours grand public, ou si tu ouvres la radio, c'est on est les plus taxés, puis tout ça. Mais ces arguments-là, c'est de la bouillie pour les chats. Parce qu'en 1943, aux États-Unis, le taux d'imposition maximal qui était atteint lorsque tu avais 300 000 en salaire, en l'équivalent d'aujourd'hui, tu étais taxé à 93 %. Aux États-Unis. Aux États-Unis. 93, c'est énorme. Mais c'est comme quasiment... Oui, mais c'est dépassé 300 000 Je comprends, mais c'est comme dire qu'en haut de 300 000, dans le fond, tu travailles pour rien, dans le fond. C'est comme... Tu travailles pas pour rien. Tu travailles pour 7 % additionnel, qui va être un 7 % net d'impôts que tu vas faire de plus que les autres. Je comprends, mais au final, les gens doivent se dire, ben là, ça sert à rien de travailler en haut de 300 000. Tu sais, dans un sens, moi, j'aurais cette réflexion-là. Parce que tu as une réflexion économique. Oui, ben j'imagine. Ouais. C'est là qu'est le problème. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand on regarde le World Happiness Report, le rapport mondial sur le bonheur, le Canada est au 15e rang. OK. Ce qui est très bien, là, sur à peu près 200 pays, le 15e, c'est pas rien. Ben oui, vraiment. Quand on extrait le Québec, savez-vous c'est quoi notre classement? Quand on extrait le Québec, OK. On descend peut-être? On monte au 6e rang. On monte? Ah ouais? J'aurais Et le Canada descend au 20e rang. Fait qu'essentiellement, le Québec tire les résultats du Canada vers le haut. Oh! Qu'est-ce qu'on a au Québec que le reste du Canada a voulu imiter, par exemple? Des CPE pas chers. OK. Le système de santé pour tous. Ah, les centres de petite enfance, tu penses? Oui, c'est ça. Les CPE, les garderies subventionnées. Les garderies, l'école publique jusqu'à un certain niveau, etc. Fait que notre social-démocratie, elle est excessivement précieuse. Puis ce qu'on dit qu'on chiale, qu'on paye trop d'impôts puis de taxes, non, c'est pas vrai. On le récolte en bonheur. Fait que, essentiellement, si on a des milliardaires dans une société, c'est un peu un échec social. C'est un succès économique, mais un échec social. Parce qu'on laisse un faible pourcentage de gens avoir beaucoup d'influence, alors que c'est pas la majorité qui s'est exprimée sur l'utilisation des moyens. OK. Fait que moi, une des sphères de recherche que je veux développer, justement, avec une doctorante là, en administration, c'est pourquoi les gens veulent payer de l'impôt ou veulent pas payer de l'impôt. C'est tellement un bon sujet. Ben oui. On dirait qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui. Je sais pas. Parce que souvent, les économistes vont utiliser exactement l'argument que tu as utilisé, Ève. Tu sais, en disant, ouais, mais là, on va décourager le travail. Hey, si tu travailles juste pour l'argent, là, ça va pas bien. Non, je sais. Puis tu as tous les mouvements, là, le FIRE, le Financially Independent Retire Early. Moi, je trouve que c'est une catastrophe. Pourquoi tu voudrais prendre ta retraite? Trouve-toi un job qui va être ta retraite. Mais je pense que c'est ça aussi. Mais là, peut-être que comme il y a un changement, je sais pas si c'est générationnel ou peu importe. Moi, je pense au discours de mon père. Bonjour, papa. Oui, c'est ça. Mais qui a donc hâte à sa retraite, puis que, tu sais, lui, c'est ça, là. Il a hâte à ça, puis c'est correct. Je veux dire, je le juge pas pour ça. Mais on dirait, moi, mon discours, en entendant ça, puis avec la génération peut-être dans laquelle que je suis et tout ça, on dirait, moi, je me dis, mon Dieu, genre, travailler pour avoir hâte à sa retraite ou comme... C'est longtemps, puis en même temps aussi, tu sais, je me dis, ta job, tu peux l'aimer, puis ça fait partie, tu sais, c'est toute ta vie, là, ton travail, là. Fait que, tu sais, passer ta vie dans un emploi que t'aimes pas, mais au final, tu sais, il y a des gens que c'est ça, qui travaillaient juste pour l'argent aussi. Mais là, peut-être qu'à cette heure, je sais pas s'il y a comme un shift par rapport à ça. Quand on fait de la recherche, on cherche toujours ce qui est optimal ou idéal. Ouais. La vraie vie gravite autour de ça, puis ça nous donne un phare vers lequel on doit s'orienter. J'ai une collaboratrice norvégienne, Anja Olafsson, qui a fait des enquêtes sur les retraites. Puis les gens qui ont une motivation autonome, plaisir et sens, vont vouloir demeurer en emploi entre 6 mois et 1 an et demi de plus que les gens qui ne sont là que pour l'argent. Ouais. Qu'est-ce que les gouvernements font pour garder les gens près de la retraite? Ils donnent de l'argent. Exactement. Ils utilisent le moins bon moyen, mais le plus visible, tangible, puis ça donne l'impression qu'on fait quelque chose d'intéressant. Mais peut-être que si on prend l'exemple de ton père, là, c'est anecdotique, c'est pas scientifique, mais peut-être qu'il déclare « J'ai hâte de ne plus avoir de pression indue ».
et j'ai hâte de mettre une pression que moi, je décide. Exact, oui. Fait qu'il exprime un inconfort à peut-être avoir ses besoins psychologiques insatisfaits ou frustrés avec le désir réel ou peut-être inventé que ça va être mieux à la retraite. Parce anecdotiquement, on voit des gens qui prennent leur retraite, ils voyagent, ils font des activités, ils se reposent, tout ça. Mais après quelques temps, là... Il y en a qui se retrouvent des petits jobs, là. Ben, c'est ça. Ils ont besoin de vitamines psychologiques, exactement. Mais tu sais, dans ton sens, t'es tout le temps, tu travailles 40 heures par semaine, puis même plus parfois. Puis tu sais, à un moment donné, t'as un crash entre genre... Je travaille, puis maintenant, je fais rien. Genre, faut que tu trouves des activités pour pallier un peu. Mais ce qui arrive aussi, je pense, c'est que, tu sais, on se définit full par notre travail. Ouais. Fait que, tu sais, quand que tu tombes à la retraite, si tu te définis, par exemple, comme un enseignant, puis que c'est ton identité... Tu le perds. Exactement. Fait que, tu sais, c'est super confrontant, puis c'est ça, là. Il y a des belles recherches sur les transitions, par exemple, des athlètes olympiques qui prennent leur retraite, des travailleurs qui prennent leur retraite, puis soit des recherches sur passion ou motivation, mais tu as des raisons de choisir des buts, puis tu as des raisons de laisser tomber des buts. OK. Ça, c'est une sphère de recherche dans laquelle je suis le moins familier, mais en gros, ce que ça dit, c'est, mettons que tu es athlète olympique puis tu arrêtes, ou tu es un pompier, tu es un enseignant, tu prends ta retraite puis tu perds ça. Tu peux volontairement dire, hey, ça a été un beau chapitre de ma vie, j'en ouvre un nouveau. Fait que librement, tu décides de laisser aller ça. Puis ce que ça semble montrer, c'est que les gens, ils sont capables de prendre d'autres trucs, mais ils ont de la difficulté à laisser aller les vieux trucs. Mais c'est comme un petit deuil là, que tu dois faire. Exact. C'est ça. Mais quand il est bien fait, quand il est fait pour des raisons choisies, je dirais, la transition se fait mieux. Hey, j'ai une drôle de question. Je sais même pas si je vais arriver à bien la formuler, là. Mais parce que, tu sais, on parle de, mettons, motivation intrinsèque, que, tu sais, c'est... Le plaisir. C'est le plaisir, c'est moi, tu sais, c'est authentique, je le fais parce que j'ai du plaisir, j'aime ça. Mais là, on venait de parler de comme, tu sais, de s'identifier, par exemple, à, par exemple, son travail. Ouais. Ça peut devenir, on va dire, entre guillemets, problématique du moment où tu ne t'identifies qu'à ça, puis que tu tombes, par exemple, à la retraite, puis là, il y a comme une crise identitaire un peu qui s'associe à ça. Mais tu sais, intrinsèquement, si j'ai du plaisir, pour exemple, être une enseignante, puis que là, je ne suis plus enseignante. Ouais. Je sais pas comment... Attends. Est-ce que ça peut amener des... Ouais, est-ce que même si c'est intrinsèque, ça peut amener quelque chose de négatif juste parce que... Ouais, je comprends. C'est comme on retire ça. C'est ça, ouais. Hey, je sais vraiment pas comment... Je comprends un peu, là. Ben, je vais essayer une réponse, tu me diras si ça répond. Ouais. Comme les 3 besoins, autonomie, compétence, affiliation, on va souvent répéter que sont importants pour tout le monde, partout et tout le temps. C'est comme l'oxygène. Là. Il n'y a pas de moment dans ta vie où tu te dis, tiens, pour les 30 prochaines minutes, je ne respirerai pas, tu vas mourir. Ouais. Fait que les 3 besoins, tu peux avoir des moments de ta vie où ils sont plus insatisfaits ou frustrés, mais tu vas toujours avoir une tendance naturelle, c'est câblé dans notre cerveau, de restaurer l'équilibre. Okay. Fait que les 3 besoins, c'est comme les 3 pattes d'un tabouret. Oui. Ça se tient debout avec minimum 3 pattes. T'en enlèves une, ça tombe. Il peut en avoir plus que 3, mais c'est les 3 plus importants, c'est les 3 besoins. Pour revenir à ta question, dans le fond, la personne, dans sa profession d'enseignante, ou quelle qu'elle soit, cette profession-là, elle déclarait avoir ces vitamines psychologiques-là. Quand tu vis une transition, soit que tu perds un emploi, tu changes de domaine, tu t'en vas à la retraite, faut que tu trouves une autre source de vitamines psychologiques. Ouais. Puis les gens qui sont capables de se trouver une autre sphère où est-ce qu'ils vont être parfaitement eux-mêmes, qui vont se trouver efficaces et qui vont avoir des amis, mais la transition va se faire sans problème. Ouais, c'est une question de transition, au final. Donc, quand tu as juste tes besoins satisfaits au travail, mais pas à la maison, tu deviens workaholic, là, ta transition va être difficile. Oui, c'est ça. Si tes 3 besoins sont juste satisfaits à la maison, mais pas au travail, tu vas te rendre à reculons pour aller chercher ton chèque de paye. Oui, tu vas peut-être aussi aller vers un burn-out ou quelque chose comme ça, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Quand tes 3 besoins sont insatisfaits partout, c'est le temps de demander de l'aide. Ouais. Ouais. Puis une vie pleine et entière, c'est quand tes vitamines sont présentes partout. Dans toutes les différentes sphères de ta vie. Exactement. Oui, c'est ça. Fait que ce qui est dur en recherche, c'est que souvent, on analyse quelque chose avec un microscope, alors que dans la vraie vie, on les regarde à vue de nez. Mais si on amalgame les petites études, les nombreuses études au microscope, puis on les amalgame, c'est un peu ça que ça dit. Si vous êtes capable de trouver les 3 besoins, bien, peut-être que l'argent va être moins important ou l'argent va devenir pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Si je vis une transition de vie, ça peut être un guide qui me dit, attends, pour être heureux, pour devenir une personne heureuse, qu'est-ce que je dois faire pour être authentique, efficace, connecté? Ouais.
Oui, c'est ça. Ça peut aider, oui. Ouais. Mais moi, je sors un peu du sujet, on parle encore d'argent, là, mais moi, je me demandais plus, mettons, dans les secteurs financiers. Oui. Je sais qu'ils fonctionnent beaucoup, mettons, avec, habituellement, ils n'ont pas nécessairement salaire de base, c'est juste des commissions. Puis en vente. Vente, des bonus, des récompenses financières. T'en penses quoi, mettons? Ben, j'en pense que les recherches ont dit. Puis encore là, tu as comme deux clans qui s'opposent. Il y a un clan qui dit que l'argent fonctionne tout le temps, puis il faut que tu l'utilises bien. Puis c'est vrai que des récompenses fonctionnent à court terme sur la quantité. T'sais, si je te dis, si tu cours un marathon aujourd'hui, je te donne 10 000 $, il y a des gens qui n'ont jamais couru, là, qui vont le finir sur les genoux en sang parce qu'ils veulent le 10 000 $. Ils vont le faire une fois, ils ne le feront plus jamais. Parce que la récompense a été... Fait que ça augmente la quantité à court terme, mais au détriment de la qualité ou du bien-être. Fait que cette gang-là, appelons-la comme ça, va montrer que argent et performance vont de pair, ce qui est vrai. Ce qu'ils oublient de mesurer, c'est quel coût psychologique, émotionnel et physique a cette récompense-là. Puis nos recherches, puis je n'ai lu une récemment là, pour réviser un article scientifique, nous apprend que l'argent peut être soit informatif ou contrôlant. C'est ça, je parlais à Karen tantôt. Donc, l'argent, par exemple, si tu dis je fais ceci et ça m'informe sur cela. J'ai des bonnes ventes, les clients sont satisfaits, puis ça m'amène une commission, ça m'informe sur comment ça avance. Ça a un effet un petit peu positif sur les 3 vitamines, autonomie, compétence, affiliation. Le problème, c'est que simultanément à son effet informatif, tu as un effet contrôlant. Tu es aussi bien de faire ça, sinon tu n'auras pas la récompense. Je ne te récompense que si tu fais cela. Fait que le problème avec les bonus, et puis ils peuvent y avoir différentes déclinaisons. Est-ce que tu es 100% bonus ou moins? Est-ce que le déclencheur pour ton bonus est élevé ou pas? Il y a plein de paramètres administratifs, mais indépendamment des paramètres administratifs, plus ils sont exprimés en t'es aussi bien de le faire parce que sinon tu n'auras pas de récompense. Ça a des conséquences négatives individuelles. Ça épuise, ça fatigue, ça incite les gens à mentir, à tricher. Par exemple, dans un concessionnaire automobile, les gens vont se voler les clients parce que là, tu veux la commission pour toi. Puis là, on récompense le vendeur du mois. Non seulement on met une récompense matérielle, on en rajoute une sociale. Fait que si on se garde comme spectre la justice, puis là, il y a eu Jean-François qui est venu pour en parler, mais des bonus, c'est souvent injuste. Même si on met tous les garde-fous possibles, ça a souvent tendance à être injuste parce que c'est caché. Il y a des manipulations sous-jacentes. Ça mène à beaucoup de conséquences négatives qui ne sont souvent pas mesurées. Puis encore pire que ça, avec des collègues norvégiens, on a mesuré le salaire de base versus les bonus. Puis les bonus, ça augmente l'effort et ça augmente l'intention de quitter. Ah oui, mais est-ce que ça augmente l'effort à court terme? Exactement. Oui, c'est ça. Beaucoup moins efficacement que les paramètres qui te permettent d'augmenter le plaisir et le sens. Oui, c'est ça. Fait essentiellement, il y a beaucoup d'économistes ou de gens en rémunération qui essayent de contourner la nature humaine, puis ça ne marche pas. Parce que la nature est plus forte que nous. Puis le câblage des 3 besoins, je ne saurais pas comment l'expliquer là, ontogénétiquement, comment l'espèce s'est développée. Mais la justice, c'est très profondément ancré dans notre câblage. On attend l'autobus en file, puis quelqu'un coupe la file, c'est instantané. On est en colère. Hey, il y a des règles. Excusez, monsieur, madame, allez en arrière. Il y a des règles. On le sait instantanément. Fait qu'au niveau sociétal, quand ça devient injuste, on le sait. Mais on pallie dans ces secteurs-là, comment on vient pallier, mettons? Bien, il y a des trucs que les compagnies peuvent faire, mais à un niveau plus grand, les gouvernements peuvent faire des choix. Là, quand on compare les pays, on comprend mieux quelles sont les possibilités. Par exemple, ici au Canada, au Québec, on a l'assurance chômage. Si tu perds ton emploi, puis tu as une certaine transition. Au Danemark, cette transition-là peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, au lieu de te dire, tu es aussi bien de te retrouver une job parce que là, après 6 mois, tu n'en as plus, bien, on te donne 2 ans. Fait que là, dans ta tête, tu as une absence de souci en te disant, il y a quelque chose de plus large que moi, que on s'est dit ensemble que chaque humain est important, on va en prendre soin. Là, si tu compares les centres de la petite enfance que le Canada est en train de copier du Québec, qu'est-ce que ça dit aux jeunes couples qui veulent des enfants? C'est si tu en veux un enfant, ben on va t'aider un petit bout de temps. Puis si la mère et ou le père restent à la maison, on va pallier à ça.
L'important, c'est d'envoyer le message de « tu es important pour moi et ce, peu importe ». Puis les bonus, ce que ça envoie comme message souvent, c'est « tu es important pour moi si et seulement si tu fais cela ». Oui, c'est plus contrôlé. Oui, c'est ça, c'est contrôlé. Hein. Puis là, dans mes conférences grand public, je vais souvent demander aux gens qui a plus que 2 enfants. Fait que là, beaucoup de gens lèvent les mains. Puis là, je leur dis lequel des 2 vous metteriez à la porte. Puis là, les gens sont choqués parce que ils disent, ben voyons, je les aime les 2. Là, t'en as un qui est genre lui, puis là, t'es comme Mais pourtant, c'est ce qu'on fait en travail. Il n'y a plus de revenus, on va mettre les gens à la porte. Mais ça a des conséquences psychologiques. Fait que n'importe quelle action gouvernementale, économique, ou organisationnel qui envoie le message clair et hors de tout doute raisonnable que je t'aime, je prends soin de toi, ça a des effets positifs sur l'humain. Puis l'erreur, c'est un peu d'avoir une cloison étanche dans sa tête où est-ce que d'un bord, il y a la vie économique au travail, puis on est sérieux, puis de l'autre bord, il y a ma vie à la maison, puis tout ça. On est les mêmes personnes. Ouais, c'est comme ça, c'est genre la conciliation travail-vie personnelle, en fait. Bien, appelons-la... C'est plus que juste de la conciliation, parce que c'est comme de tenir compte de l'humain. C'est ça, OK. Puis il y a certaines disciplines qui mettent l'humain au cœur des choses, puis c'est ça que j'aime de la psycho. C'est que ça dit, partons de l'humain, puis on va tricoter autour, alors que d'autres disciplines vont dire, c'est les objets importants, c'est l'argent qui est important. Mais le critère ultime, c'est l'humain. Ben oui. Puis tu sais... attends, c'est quoi les 2 dimensions? C'est contrôlé puis informatif, c'est ça? Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'on disait un peu au début que, tu sais, si l'argent, mettons, c'est comme plus utilisé ou les bonus de façon informative, tu sais, ça peut avoir des effets. Ça a des effets positifs. Positifs, mais très faibles. Mais faibles. Fait que j'imagine, dans ce cas-là, peut-être, c'est hypothétique, là, mais que à l'inverse, si c'est plus contrôlé, ça a des effets négatifs. Est-ce que les effets négatifs sont plus importants que justement... Si on regarde les corrélations, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça le problème. Okay. Puis l'argent peut être efficace si c'est juste, équitable, transparent. Puis quand on dit juste, il faut mettre un plafond qui n'est pas trop élevé. Il faut remonter le plancher le plus possible. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écart. Il faut qu'il y ait des écarts. Sinon, c'est injuste. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'écarts. Ouais. La transparence salariale, là, l'État de New York, en Colombie-Britannique, tu es obligé maintenant de déclarer les échelles. Fait que ça ne te dit pas Ariane ou Ève fait combien, mais ça te dit si elle a cette job-là, mettons, elle fait entre 75 et 150, je le sais, les échelles sont publiques. Okay. En Norvège, si tu as l'équivalent du numéro d'assurance sociale, tu peux connaître le salaire de tout le monde dans le pays. Dieu, OK. Fantastique vecteur de justice sociale. Ouais. Si tu vois que ton voisin il déclare 10 000 $ de revenus par année, puis qu'il y a une voiture de 100 000 $ dans le cours, ben, tu décroches le téléphone. Ouais. Fait que la justice, l'équité, la transparence, les gens vont souvent interpréter que c'est comme un discours de gauche, que tout le monde doit être communiste, puis c'est pas ça pantoute. Non. C'est de dire, si tu ne veux pas déclarer ton salaire, il y a peut-être des raisons injustes qui te fait le cacher. OK. Puis là, si vous avez Internet, là, vous allez pouvoir checker mon salaire. Là. Moi, je suis classe 4 à l'UQAM. Là. Puis tu vas le savoir. Tu sais dans quel faisceau je me situe. On est des fonctionnaires d'État public. Ma blonde est à l'Université de Montréal. C'est public aussi. Oui, c'est ça. Fait que la justice, l'équité, la transparence, j'ai jamais entendu une organisation qui disait ici, c'est trop juste. Non. Ça n'existe pas. Non. Ouais, c'est vrai. Puis Jean-François, il dit beaucoup, il faut le good enough justice. Là. Oui, mais c'est comme de dire, tu peux pas avoir trop de justice. C'est un des rares éléments humains que tu peux pas en avoir trop. C'est ça. L'alcool, tu peux en avoir trop. La bouffe, tu peux en avoir trop. L'argent, tu peux en avoir trop. Mais de la justice, c'est comme quelque chose qui peut pas être de trop. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, j'avais une question, mettons, plus en termes de chiffres. Tantôt, on parlait de l'équation économétrique. Oui. Puis eux qui parlent en termes d'argent de performance, est-ce qu'il y a des... Comment je peux dire ça? Est-ce qu'il y a des équations qui permettent de montrer que, mettons, motiver d'autres façons, ça va faire en sorte que ça va coûter moins cher à l'entreprise, mettons? Oui, bien, dans notre livre qu'on a sorti en 2022, à la fin de la conclusion, on a rajouté toute une section qui est l'économie de la motivation. C'est un peu les analyses d'équations économétriques. On est 2 à avoir fait ça. Il y a moi avec des collègues, puis Marcus Müller, un collègue allemand, qui a publié un article. Moi, j'ai publié un chapitre de livre sur les équations économétriques. Dans le chapitre de livre qu'on a publié, on a montré que chaque dollar investi pour prendre soin des gens pouvait rapporter jusqu'à 3,19 $. Okay. Soit en réduction de coûts
Par exemple, sont moins absents, sont moins malades, ils réclament moins de services d'assurance parce qu'ils sont moins amochés. Ou encore, ils émettent encore plus de performances ou de comportements positifs. Fait que ça, c'est un chapitre qu'on a publié en 2014 dans un Oxford Handbook. Puis Marcus, il a publié un article, lui, avec des vraies données. Moi, c'était des simulations. C'était des simulations. Fait qu'avec des données qu'on pourrait s'imaginer, lui, c'était des vraies données. Puis à peu près le même retour sur investissement. Là, c'est entre 110 puis je pense 240 % de retour sur l'investissement. Fait que quand on prend soin de l'humain, c'est très payant. Oui, c'est ça. Exactement. Puis ça change la cible. Ce qui est important devient mesuré. Puis on a traduit une plateforme qui mesure toutes les variables de la théorie de l'autodétermination. Puis les résultats qu'on a avec les organisations clientes, ils font du sens pour eux. Dans le fond, ils vont voir tel département. Ah oui, on le sait ici, ça va toujours bien. Mais là, on le sait pourquoi. Où est-ce que ça va mal? OK, on sait c'est quoi qu'il faut faire. Fait que, si tu me demandes, y a-tu des traductions en argent des résultats psychologiques? La réponse est oui. Puis c'est fort enthousiasmant. C'est ça, c'est parlant aussi aux gens qui parlent en termes d'argent de profit en organisation. Oui, exactement. C'est une des raisons pourquoi ça m'a pris du temps à publier ce papier-là. Ça n'a aucun sens. Mais il est sorti en chapitre de livre, ce qui n'est pas parfait, là, mais Marcus a sorti un article, c'est vraiment bien. Ça doit avoir un impact sur la performance aussi individuelle, pas juste de l'entreprise, mais si on investit finalement dans le bien-être des employés, ça, c'est intéressant comme question. Là. Il y a Louis Taille qui a sorti un article il y a 1 ou 2 ans. Moi, je l'ai lu, puis ça m'a jeté en dehors de mes bottes. Parce que lui, moi, dans ma tête, ma maîtrise c'est en psycho du sport, mon doc en psycho, puis le discours général, c'est genre la performance, c'est le critère ultime. Oui. Ça revient souvent quand même. Puis moi, mon discours, ça a tout le temps été, il faut calibrer performance et bien-être. Il ne faut pas viser de la performance au détriment du bien-être. Mais lui, dans son article fort intéressant, il dit, non, cassez-vous pas la tête. Le seul but, c'est le bonheur puis le bien-être. Puis là, tu te dis, attends, mais qu'est-ce qu'on fait de la performance? Puis lui, il dit, c'est une non-question. Si tu prends soin du bien-être, il va y avoir de la performance. Ça vient avec. Parce que si tu penses à ça, le discours économique, c'est vite, il faut augmenter le produit intérieur brut. Il faut augmenter. C'est ça. Mais si on se dit, ouais, mais quand on fait ça, si tout le monde est malade, est-ce qu'on est plus gagnant? Non, c'est pas important, cette question-là. Oui, elle est l'important. Puis là, si on demande aux gens, ouais, pense à tes enfants. Tu veux-tu une vie de performance ou de bien-être? Ah non, pour mes enfants, je veux du bien-être. Ouais, mais pourquoi tu veux quelque chose de différent pour d'autres personnes qui sont les enfants de d'autres personnes? C'est fou. C'est comme changer ton discours interne de dire on veut le bien-être avant la performance. Mais interne et externe aussi, peut-être. Oui. Interne et externe. Si tu le promouvois ou si tu t'en parles de cette façon-là. Puis il y a Canon Sheldon puis Sonia Lyubomirsky qui ont montré que le bonheur mène au succès et non le contraire. C'est fou. Mm-hmm. Fait que, moi, je suis encore habité de cette lecture-là de Louis Taille parce que quand tu le vois, c'est comme si tu voyais le soleil pour la première fois. Tu te dis, my God, c'est donc bien beau. C'est comme tellement révélateur. Mais on dirait que ça vient de me comme... Je sais pas. On dirait que ça vient de changer ma vision. Puis ça te dit pas de ne pas être performant. Oui, c'est ça. Ça dit juste, baisse donc le curseur un peu, des fois. C'est tout. Quel conseil tu donnerais aux dirigeants pour venir, mettons, chercher à motiver leurs employés sans que ce soit basé uniquement sur l'argent ou la motivation comme extrinsèque? Ce que je recommanderais aux dirigeants ou à chaque personne, c'est d'identifier ce qui est sous leur contrôle pour diminuer les irritants, simultanément à l'augmentation du carburant. L'erreur que je vois souvent dans mes consultations, c'est que les gens font juste un ou juste l'autre. Ils vont enlever ce qui est négatif ou rajouter du positif. Je vais donner des exemples et des contre-exemples des deux. Par exemple, une organisation où il y a des conflits, des frictions, puis tout ça, ils disent « Hey, on va rajouter des bonus, là, puis là, la performance va augmenter. » Ils essaient d'augmenter le positif sans régler le négatif. Les chances de succès sont assez faibles. À l'opposé, mettons... le climat de travail est so-so, les jobs sont un peu ennuyants, puis il y a des modalités administratives que les gens n'aiment pas, on va les simplifier. Bien, tu réduis le négatif, mais tu n'augmentes pas le positif. Il faut œuvrer sur les deux tableaux. Essayez de voir, y a-t-il des trucs qu'on peut enlever ou balayer qui vont clairer le chemin pour les gens? Fait que ça serait la diminution de la frustration des besoins. En même temps, qu'est-ce qui met du vent dans leur voile? C'est quoi qui les propulse? Qu'est-ce que je peux augmenter? Puis,
de se questionner sur qu'est-ce qui augmente le bien-être, qu'est-ce qui est important pour l'humain, puis ensuite de voir quel impact indirect ça va avoir sur la performance. Fait que ce changement de focus-là, ça demande un peu une profession de foi. Il faut que tu dises, OK, il faut que je crois en l'humain. Là. Tu sais, quand tu dis, je vais vraiment... Puis moi-même, j'essaie de me l'appliquer à moi-même. Puis des fois, là, je vais aller m'entraîner, puis tu dis, non, j'ai pas le temps, j'ai trop de job. Attends, si je m'entraîne pas périodiquement, là, d'ici 15-20 ans, je vais le payer. Là. Fait que je vais m'entraîner, je priorise mon bien-être. Puis là, je reviens de courir, puis crime, j'ai une autre heure de souffle. Fait que ce soit individuellement, organisationnellement ou sociétalement. Puis on pourrait revenir pour en parler, là, mais il y a des enquêtes qui montrent, par exemple, au niveau des pays, c'est-tu plus important, je simplifie, là, mais c'est-tu plus important les loisirs ou la job? Oui, c'est ça. Puis les pays qui valorisent les loisirs sont plus performants que ceux qui valorisent la job. Fait que quand on regarde la recherche, c'est comme contre-intuitif. Là, tellement ça amène des résultats fascinants. Oui, vraiment. Vraiment. Fait que, je vais te laisser poursuivre avec ça, qui est ton petit rôle habituel. J'ai peur. Comme Ariane t'a dit avant l'épisode, là, quand on t'a parlé un peu des jeux meilleurs, ben c'est ça, c'est des jeux québécois. Des jeux de team building, brise-glace pour apprendre à connaître. Dans le fond, notre but, c'est d'apprendre à connaître Jacques en arrière de son rôle de chercheur. En fait. Exact. Parfait. Fait que c'est des questions plus personnelles. On sort de... J'adore ça. Ouais. Parfait. Fait que dans le fond, Harry, elle a présélectionné 5 questions. Fait que tu peux en piger une. En piger une. Ah, c'est juste une qu'on fait? Je pensais qu'on faisait les 5. Je la lis puis je réponds? Exactement. Oui. Oh my God. Si tu pouvais avoir un talent de plus, quel serait-il? Oh my God. Qu'est-ce que j'aimerais? C'est une grosse question, hein? Ouais, hein? Ben là, ça va être une réponse de nerd, là. Ben, c'est correct. OK. Ouais. Je vous avais fait passer le questionnaire Values in Action, les forces. C'est drôle, je pensais à ça en plus. Je faisais une blague dans ma tête. Tu faisais une blague dans ma tête. Je vais pas la dire, là. On s'en parlera après. Mais moi, j'ai beaucoup de forces cognitives. C'est bien drôle. Je suis bien gros dans ma tête. Je sais, hein. Puis j'aimerais ça avoir un module émotionnel plus grand. Hey, c'est tellement drôle. Je te dis, j'allais dire ça. J'allais faire une joke. J'aurais dit, les forces, il faudrait qu'il y ait des forces plus humaines en haut. Mais c'est non, mais drôle. Fait que, tu sais, c'est pas que je n'ai pas, parce que dans 6, 7, 8, 9, 10, j'ai... je pense que j'ai leadership, j'ai... je pense que j'ai travail d'équipe. Mais c'est vrai que des fois, j'ai tendance, là... je tombe dans une ornière, là. Tu sais, puis si quelqu'un est capable, au-dessus de moi, de pallier à ça, ou de m'amener le focus, ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Puis un talent, oui. Mais un talent, genre, faire un spectacle ou tout ça, j'ai comme pas d'idée. Mais plus émotionnel, qu'est-ce que tu veux dire par là, mettons? On peut la mettre en contexte, dans le fond, genre que... Oui, bien, moi, mes 5 premières forces, c'est curiosité, discernement, puis amour de l'étude et de l'apprentissage. Puis c'est complété par courage puis optimisme. Il n'y a pas de force, capacité d'aimer, d'être aimé. C'est pas dans mon top 5. Ça me vient par après. Oui. Mais instinctivement, c'est pas ce qui est... Ça vient moins naturel. Exact. C'est moins naturel. Ça vient moins naturel. Fait que j'aimerais ça l'avoir en même temps. Si j'en branche une, les autres descendent. Ouais. Fait que là, est-ce que je suis encore la même personne si je me dénature? Mais si je pouvais parfois ou un peu plus souvent baisser le curseur sur la tête puis l'augmenter ailleurs, des fois... pas que ça me joue des tours, mais souvent, je le déclare à l'avance aux gens avec qui je travaille pour pallier à ça. Mais oui, mais les gens qui me connaissent savent que je suis de même. Mais tu sais, en même temps, tes études sont penchées aussi sur le bien-être. Veux pas. Il y a un côté humain dans ce sens-là, interpersonnel. Je prends mes forces pour faire du judo avec mes faiblesses. Ben c'est ça, exactement. Puis je pense que c'est ça aussi, l'aspect du VIA. Tu peux comme... mais la beauté de la chose aussi. Là. Ben c'est ça. Là, on a fait juste une. Moi, je pensais qu'on allait faire les 5. Attends un peu, là. On peut en faire une deuxième. Ben dans ce cas-là, on y va. On aime trop les jeux meilleurs. C'est le fun. Mais je pense que je vais les acheter. Oui, c'est vraiment fun. Ben non, ça se peut que tu repères, je l'ai remis. Si tu c'est encore la même, tu la changeras. OK. Qui est la personne la plus inspirante que tu aies rencontrée? Oh, spontanément. Richard, c'est comme je le connais un peu, tu sais, je l'ai vu quelques fois. Mais sérieux, la personne qui m'a le plus, mettons, épaté. J'allais cette question-là. C'est Chris Hadfield, l'astronaute.
OK. Ah, OK. Je présentais dans un événement au Comité olympique canadien parce qu'un ami travaillait là puis il m'a fait intervenir sur ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Pas nécessairement l'argent, mais les motivations. Puis Chris Hadfield était là. OK. Puis des choses absolument qui m'ont jeté à terre du genre, il dit... il replace sa chemise, puis tout ça, il dit « Excusez, j'ai pas beaucoup dormi, j'arrive de la Pologne. Ah. » Il arrivait de la Pologne le matin même. Puis il dit, je suis allé à la maison, je me suis changé vite, puis tout ça. Je suis OK, il arrive de la Pologne. Il y a son livre, là, An Astronaut's Guide for Life on Earth, un guide de l'astronaute pour la vie sur Terre. Puis après sa conférence, il dit, je vais être à l'arrière, je vends des livres, puis je les dédicace, puis tout ça. Il a fini son talk, mettons, à 1h de l'après-midi. On est parti à 6-7 heures le soir. Il était encore en train de signer des livres. Puis il prenait des photos avec les gens, puis il disait, la photo est-tu bonne, c'est-tu à ton goût? Tu me disais que ton neveu, t'aimerais-tu un livre? Puis j'en revenais pas. Puis il commence sa présentation avec un petit vidéo qui explique un peu ce cheminement comme astronaute. Le gars, il a été choisi sur 36 000 personnes. C'est un 36 millième. C'est fou, Puis quand ils choisissent des astronautes, l'Agence spatiale canadienne, ils en choisissent 2 au cas qu'il y en ait un qui meurt. Ça a l'air macabre un peu. Puis lui, c'était le choix numéro 1 des 2. C'était un pilote de chasse dans l'armée canadienne. Puis un des problèmes avec les F-18, les avions de chasse qu'on a, c'est qu'une certaine manœuvre faisait décrocher l'avion. Puis l'avion tombait comme une feuille de papier. Puis il y a eu certains pilotes qui sont morts. Puis lui, il a dit à l'armée américaine, je le sais, qu'est-ce qui se fait. Je sais comment ça arrive, puis je vais vous montrer comment sortir de là. Ce qui a tué d'autres gens, lui, il s'amusait à le faire des fois. Puis, un dernier exemple, là, il t'expliquait qu'il y avait un module qui amenait avec la navette, puis il fallait qu'il branche sur la Station spatiale internationale. Puis, il l'a pratiqué des centaines de fois, ce truc-là. Puis, il y a un petit paramètre qui dit, mettons, 1 mètre par seconde, puis tout ça. Puis, il y a plein d'informations. Puis, le bidule, il coûte quelque chose comme 110 millions. Là, juste un chiffre de fou. Là, Puis là, juste avant qu'il branche, l'écran devient noir. S'il va trop vite, il scrape l'unité à 110 millions. Oh my God! Oh boy! Puis là, il s'en va sur son pad qui est sur son genou. Il fait les calculs à la main parce qu'il les a pratiqués des centaines de fois. Aïe, aïe, Il y avait le backup plan. C'est fou. Fait que, les exemples, là, ils n'arrêtaient pas un à suite de l'autre. Tu dis comment... Chaque chose individuellement, tu te dis, ça se peut, je le crois. Mais là, lui, il t'en sort 25. Ça, je dirais que c'est la personne qui m'a plus jeté à terre. Mais ce que je trouve intéressant, puis vraiment le fun de ce que tu me dis, c'est qu'il y a cet aspect-là qui est comme full. Le gars, c'est un big brain, là, il est vraiment il est solide. Mais il y a comme tout l'aspect humain, comme il prend le temps avec les gens, puis comme super, il a l'air super authentique, là, c'est comme, j'arrive, genre, ma petite chemise froissée, puis comme, ça rend quelqu'un comme full plus attachant, j'imagine, puis je trouve ça, pas je peux comprendre pourquoi il t'a marqué, mais tu m'en parles, puis je suis comme, mon Dieu, j'aurais aimé ça le rencontrer. C'est ça. Mais pour revenir aux forces, là, je sais que vous en avez parlé avec Philippe, moi, je vois un peu tout le monde comme ça. À la hauteur de leur talent et de leur potentiel, mais chaque personne a son rôle à jouer. Mais ça, franchement, là, ça m'avait jeté à terre maintenant. Vraiment. Merci du partage. Ça fait plaisir. Je trouve ça vraiment c'est beau. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. On en fera un autre épisode. Oui, certain, mais non, pour vrai, pas que j'avais pas d'attente, parce que je me disais, j'ai hâte de voir où ça va nous mener, mettons, cet épisode-là, parce qu'on savait qu'on voulait parler de l'argent et tout ça. Moi, personnellement, c'est pas très familière avec tous les concepts d'argent. Moi, si tu me le demandes, ça m'intéresse pas. OK. L'argent, ça m'intéresse pas. Les significations psychologiques de l'argent, ça me branche. C'est ça. Moi aussi, je suis comme toi un peu dans cette Puis Marilyn, mon premier article, c'est sur l'argent. Puis Marilyn, elle avait dit, on va faire article. Je dis, Marilyn, ça m'intéresse pas. C'est ça. Puis là, elle m'avait convaincu, elle m'avait réchauffé. Je dis, OK, les significations, ça m'intéresse. Moi aussi, les significations, je pense que, c'est ça, expliquer comme ça, oui, genre, ça m'intéresse plus que comme, l'argent. Je suis en train de lire un argent sur l'histoire de l'argent, un livre audio. Puis avant que l'argent soit inventé, c'était des coquillages. C'était mettons, j'ai de la viande, t'as du pain, on se l'échange. C'est pas de l'argent, mais c'est des valeurs. Puis c'est là que ça devient intéressant. Quelle valeur ça a, puis quel impact ça a sur l'humanité.
Ah, ben merci, Jacques. Ça fait vraiment plaisir. Intéressant. Vraiment. T'en viendras. Oui, parce que moi, j'étais partie en. Tu rien continuer avec ça. Là, fait que, ben, merci beaucoup. Honnêtement, c'était vraiment intéressant. Ça m'a fait plaisir. Oui. Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes Spotify, Apple Podcasts, Instagram, LinkedIn et TikTok. Nous partageons du contenu régulièrement. Soyez des nôtres et prenez part à des discussions enrichissantes sur différents thèmes en lien avec la santé organisationnelle. Pour des questions de type team building ou brise-glace, utilisez notre code promo RH, EREH, sur le site web meilleur.com pour économiser 15% de rabais sur votre commande.